Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Lecovier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va faire une petite compilation de Saviez-vous que? Ah! Je trouve que c'est des choses intéressantes tout au long de la saison. Je mettais ça de côté, des choses que j'ignorais. Puis je me dis, des choses quand même intéressantes à insérer dans une conversation. Alors, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à faire les recherches. Donc, 2 volets cette semaine, instructif et divertissant. Voilà. Bon, on va découvrir ça ensemble. Alors, on débute avec, on a décidé de faire une cartographie du corps humain, en fait, des différentes émotions. De quelle façon ça nous affecte, de quelle façon c'est ressenti. Et je trouve ça assez intéressant. C'est une étude en Finlande de 700 personnes. Donc, ce que vous voyez, plus c'est rouge, plus c'est jaune, plus il y a de l'activité. On parle vraiment d'image thermique, si je comprends Oui, bien? exactement. Okay, d'accord. Et quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a une diminution de l'activité. Donc, on peut voir tout de suite, par exemple, en bas où c'est écrit « dépression ». Donc, on voit les gens qui ont une diminution de l'activité et notamment au niveau des bras et des jambes. On se sent comme lourd, la vie est lourde sur nos épaules, mais carrément, on peut le voir sur ces images-là. Et ce qui donne le plus d'activité au niveau du corps, c'est la joie, qui est la 4e image en haut, où c'est ressenti vraiment à travers tout le corps. C'est la seule émotion qu'on ressent à travers le corps. Et vous allez voir un petit peu, donc la première, c'est de la colère. Ensuite, on a la peur, le dégoût, la joie en 4e. Ensuite, la tristesse, la surprise et neutre, si on veut. Et l'image du bas, finalement. Premier, anxiété, l'amour, la dépression, comme on disait. Ensuite, on a, j'oublie tout le temps, le mépris, la fierté. L'avant-dernier, c'est la honte. Et le dernier, c'est l'envie. Tu cours d'anglais en même temps, hein? Oui, il a fallu que je vérifie une couple de termes. Hein? Ah oui, je ne savais pas tout. C'est bien de l'avoir fait. Oui, puis donc, c'est intéressant de voir de quelle façon. C'est vrai, par exemple, la honte, on ressent au niveau du visage une chaleur. Donc, on a décidé de cartographier. Quand on est gêné aussi, on sent, on dirait la pression nous monter au visage. Il semble que le visage... Les oreilles rougissent. Oui, c'est ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait des gens dans ma classe qui étaient un petit peu plus sensibles que les autres à ça. Et simplement, une demande de la part du professeur et malheureusement, ça explosait au niveau du visage. Oui, puis c'est encore pire parce que tu as l'impression, là, tu dois être toute rouge, tout le monde te regarde, donc c'est... Là, ça déboule. C'est ça. Mais c'est fun de voir que l'amour et la joie sont quand même assez semblables au niveau de l'effet sur l'ensemble de notre corps. À travers le corps. Et c'est vrai, quand on est très joyeux, il me semble, on se sent bien. Donc, on a la preuve scientifique. Fait qu'imagine la combinaison d'être joyeux en amour, ça doit être extraordinaire. Ah, mon Dieu, un homme rouge. Voilà. Oui, oui. Ensuite, nous avons... Ça, c'est un cheval qui s'appelle Akalteke. C'est considéré comme un des plus beaux chevaux au monde. Et je trouve ça magnifique. C'est du Turkménistan. C'est une race très, très ancienne d'Asie centrale. Et pourquoi c'est particulier comme cheval? Ça reflète beaucoup les rayons lumineux, ce qui donne une apparence dorée. Vous allez voir sur l'image suivante. Voilà. Ah, qu'il est beau. Ah, c'est un effet satiné. En tout cas, c'est la première fois que je voyais ça. Donc, évidemment, c'est très, très recherché. Il me semble mince un peu, par contre. Effectivement. C'est un commentaire personnel. Oui, j'ai eu la même impression. Non. Ensuite, nous avons, au niveau des cheveux et des yeux, la combinaison la plus rare au monde, c'est les cheveux roux avec des yeux verts ou des yeux bleus. De toute beauté. Parce qu'au niveau des cheveux roux, c'est seulement 2% de la population. Il y a des gens, parfois, ils nous hypnosent totalement. Oh, il y a des yeux, enfants, là, c'est incroyable. Ça vient nous chercher. Vous allez voir l'image suivante, justement. Donc, effectivement, on n'en voit pas souvent. Donc, les yeux bleus, c'est seulement 17% des gens. Les yeux verts, 2%. Et les roux, 2%. Tu as vu des photos de la fille à Kevin sur Facebook, ses yeux? Oui. C'est incroyable. Hallucinant. Ah, mon Dieu. Oh, il y a des yeux qui viennent nous chercher, là. C'est remarquable. Remarquable. Oui, vraiment. Donc, pourquoi c'est si rare? C'est que c'est des traits récessifs, ce ne sont pas des traits dominants. Vous devez avoir des parents qui ont ce trait pour avoir un enfant avec
cette particularité. Et parfois, ça peut reculer de quelques générations. Il ne faut pas paniquer. Effectivement, on a eu des couples blancs qui ont eu un enfant noir. Tout à fait. Donc, c'est rare, évidemment, mais ça arrive. Puis ceux qui ont les yeux bleus, là, c'est sensible au soleil l'été. Oui. J'ai les yeux verts et je peux vous dire que l'été, même l'hiver avec la neige blanche, ça prend des bonnes lunettes. C'est pénible un petit peu. Faire du ski de fond les yeux fermés. Voilà. Ensuite, nous avons, c'est un fruit d'Australie. C'est le citron caviar, porte bien son nom. Oui. Donc, c'est un fruit acidulé, comme dans la famille du citron. Et vous allez voir l'image suivante. C'est très joli. Je pensais que j'étais un sushi. Là. Oui, bien, j'ignorais que ça existait. Oui. Très impressionnant. Je serais curieuse de goûter. Qui vient des arbres? D'Australie. D'un arbre en particulier? Je ne pourrais pas dire exactement. Je ne pourrais pas dire. Si vous voulez faire des recherches, c'est Microcitrus australasica. Ah. Donc, son petit nom. Ça va mieux, là. Oui. Ça se retient bien. Oui. Ensuite, nous avons le Club 33. Ça, c'est un club VIP à Disney World qui n'est pas connu de beaucoup de gens. Ah, oui. C'est un des rares endroits où on sert de l'alcool et c'est fréquenté par les célébrités. Vous allez comprendre pourquoi. L'inscription est de 40 000 et ensuite, ça vous coûte environ 30-35 000 par année pour maintenir votre inscription. Puis, vous allez voir sur les images, c'est magnifique. Ça, c'est un clavecin sur lequel Elton John, Paul McCartney ont joué. Oh. Quand même. Donc, ça vous donne une idée. Oui, c'est ça. C'est le jet set. Hein? C'est quand même... vous allez voir l'image suivante. Donc, à Disney World. Ça ressemble drôlement à un tout inclus. Hein? Oui, et on ne voit pas souvent le club 33 sur les photos de Disney World des gens sur Facebook. 33, c'est pas le numéro de la coccinelle, ça? Ah, peut-être. Je me demandais si ça venait d'où. Moi, je pense que, regarde, je dis ça comme ça, là, mais il me semble que 33 me dit quelque chose. Puis, fait intéressant, il y a une liste d'attente de plusieurs années, malgré le prix. Là, donc les places sont limitées. Oui, définitivement. Bon, ben, on va mettre notre nom. C'est que si vous allez à Disney World, puis vous cognez ben, pensez-y à 2 fois, parce que c'est ça. C'est pas donné. Ensuite, nous avons... Je vous parle d'intestin. Fait intéressant à savoir, même si on ne mange pas, on émet des déchets quand même. Parce que c'est une croyance populaire que les gens qui jeûnent, pour une raison X, Y, Z, ne peuvent pas aller à la selle parce que, bon, on ne mange pas de solide, mais on va quand même éliminer des déchets. Parce que, finalement, les déchets qu'on élimine, ce ne sont pas seulement la nourriture, c'est aussi des cellules mortes, c'est des bactéries, c'est les sécrétions émises par le système digestif. Ah oui. Oui, c'est quelque chose quand même... Donc, c'est une fausse croyance que si on mange liquide, par exemple, on va seulement émettre du liquide. Alors, c'est faux. Évidemment, la quantité va être beaucoup moindre si on jeûne. Mais non, on élimine quand même des déchets. Ensuite... Je passe du coq à l'âne, comme vous voyez, c'est des sujets très différents. On parle de méduse. C'est une méduse théoriquement immortelle. Donc, elle est capable d'inverser le processus de vieillissement et revenir à une forme de polype. Si vous voulez, son petit nom, c'est Turritopsis nutricula. Donc, mais dans les faits, elle n'est pas immortelle souvent parce que, évidemment, il y a des prédateurs. Bon. Donc, souvent, c'est de par la prédation. Mais si théoriquement, elle est dans un environnement où il n'y a pas de prédateurs et il n'y a pas de potentiel d'accident quelconque, probablement que... Donc, elle est immortelle. Et évidemment, on l'étudie pour essayer de comprendre, d'essayer d'allonger le... L'homme dans sa quête de la jeunesse éternelle. Hein? Voilà. Donc, c'est un sujet d'étude. Juste à regarder la rangée de crème chez Jean Coutu. Oui, hein, c'est... Pour les nommer les deux. Oui, c'est assez populaire. Oui, pas mal. Ensuite... Fait sur le Moyen-Âge qui, honnêtement, qui m'a beaucoup surpris et horrifié en même temps, c'est qu'à l'époque, bon, on utilisait des catapultes, évidemment, quand on faisait le siège d'une ville, puis on lançait des cadavres atteints de la peste. Donc, les armes bactériologiques, ça date de loin. Moi, ça m'a vraiment... Mon Dieu! Et oui. Ça vient de loin, hein, la folie de... Puis évidemment, les gens... C'était dans des guerres...
entre guillemets, d'état de siège. Hein. On réussissait à affamer la population, justement, à rendre malades les gens en les gardant confinés dans un endroit précis. Ça semble imprenable le premier jour de la guerre, mais sur le long terme, il y a plusieurs guerres qui ont été gagnées, plusieurs conquêtes qui ont été faites de cette façon. On parle de mois, là, dans certains cas, d'années. D'années, oui. Évidemment, si vous êtes confiné, puis on vous envoie des cadavres qui ont la peste, puis vous êtes affamé, donc faible. Contaminer le grenier, ces choses-là. Le grenier, c'est-à-dire le bâtiment où l'ensemble des grains était gardé. On allait loin, hein? On coupait l'eau, on coupait les vivres, donc c'est quelque chose. La guerre, c'est rarement joyeux, hein? C'est souvent atroce. Et c'est là qu'on voit que l'être humain, malheureusement, des idées d'horreur comme ça date de loin. Un potentiel négatif assez grand. Effectivement. Ensuite, nous avons de la neige marine. Donc, il neige au fond de l'océan. Et ça peut même durer des semaines. Vous allez voir sur l'image suivante, c'est quoi en fait? Donc, c'est moins poétique que notre neige. C'est des restes, souvent d'animaux morts, des excréments, etc. Donc, qui se déposent. Ça donne l'illusion d'un temps enneigé, mais oui, effectivement. C'est plutôt composition de déchets. Composition un petit peu moins intéressante. Ça donne pas le goût d'aller se baigner. Oui. Ensuite, nous avons... Qui n'a pas eu des écouteurs qui s'en mêlent? Donc, c'est un fait. On dirait que c'est automatique, hein, tu les ranges. C'est fait pour ça. Ça se fait dans la nuit, là. Oui, c'est fait pour ça. Donc, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Ça me fait toujours rire de ce genre d'études. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi ça s'entremêlait si facilement. Donc, que ce soit les écouteurs, les cheveux, les chaînes, aussi ceux qui ont des bijoux le savent, des chaînes, c'est terrible pour ça. Donc, l'Université de Californie a fait une étude et on a découvert qu'entre 46 et 150 cm de longueur, la probabilité que des nœuds se forment augmente vraiment dramatiquement. Et la longueur des écouteurs de iPhone, c'est 139 cm en plein dans cet intervalle-là. Oh. Donc, c'est fait pour s'entremêler. Et vous allez voir, on a vraiment fait des équations mathématiques pour comprendre la formation de nœuds dans les écouteurs et autres les ficelles. Moi, ça me fait rire, ce genre d'études. Mais quand on dit que les mathématiques sont partout, hein, c'est vraiment le cas. Hein. C'est le langage universel de notre monde. Ouais. Ensuite, vous allez voir aussi comment ça se forme, les nœuds. Bien, on voit un peu l'image de haut en bas. Comment ça débute? Une ficelle qui va s'entremêler. Vous voyez un petit peu, il se forme un enchevêtrement et ainsi de suite. Et là, après ça, c'est comme une réaction en chaîne. Ça commence comme ça, des nœuds. Oui. Et l'image... Souvent, on conceptualise des nœuds qu'on n'aurait jamais été capable de faire si on aurait voulu le reproduire nous autres mêmes. Effectivement. Et justement, là, parlant de ça, on s'est amusé à faire des nœuds typiques de marins avec des écouteurs. Ben oui. Donc... Moi, c'est plus des nœuds de la brèche à Manon. Ouais, alors disons que je ne suis pas très habile dans ce genre de nœuds non plus. J'ai pas été chez les scouts. Non. Ensuite, nous avons... Au niveau de l'océan Pacifique, c'est l'endroit le plus profond de la croûte terrestre, donc ça s'appelle Challenger Deep. C'est dans la fosse des Mariannes. Pourquoi on appelle ça comme ça? Il y a les îles Mariannes tout près. 10 994 mètres. Vous allez voir sur les images suivantes. Vous allez voir, bon, on a une idée un petit peu, hein, la profondeur. Oui. Ici, on dit 10 971, donc il y a une petite variation selon les sites. Ensuite, vous avez une bonne idée avec la hauteur d'un avion de ligne typique. Vous avez la fosse des Mariannes en gris à droite. Ça vous donne une bonne idée de la profondeur. Hey. C'est quand même quelque chose. Puis, vous avez... ça a été exploré quand même. Ah oui? Et entre autres... Pas facile d'aller à cette profondeur-là, un sous-marin. Ça prend un sous-marin, vous voyez le modèle qui a été utilisé. Et ça a été exploré par nul autre que James Cameron, le grand réalisateur de films aussi, qui est passionné de plongée. Oui. Et c'était la première exploration en solitaire des fosses Mariannes. Ah oui? Ouais. Je pense qu'il avait fait un documentaire, un truc... Il y a une personne qui peut... à l'intérieur. Ça doit être quelque chose comme expérience. Et pilote de façon autonome, ça doit être toute une expérience. Parce que la pression, hein, c'est quelque chose à cette profondeur-là. Tout à fait. L'obscurité. Si quelque chose va mal, ça va mal. Je veux dire, il n'y a pas de... Tu rencontres des organismes qui ne sont pas nécessairement communs. Hein? Oui, il y a des formes de vie jusqu'à ces profondeurs. C'est quand même oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Vraiment quelque chose.
Oui, puis effectivement, il y a quelque chose qui a été fait là-dessus, mais je ne pourrais pas mettre le doigt, mais j'ai déjà vu une émission à Je pense que ça a été fait dans le cadre de faire un documentaire, un truc comme ça, par James Cameron. Ensuite, nous avons la plus grosse plante, fleur véritable du monde, jusqu'à 1 mètre, 11 kilos. Elle s'appelle Rafflesia arnoldi. Et bien qu'elle a l'air très jolie comme ça, ça dégage une odeur de cadavre. Ah oui. Pour attirer les insectes. Puis on s'entend que le centre de la fleur est plus ou moins accueillant, non? Oui, donc ça a l'air que l'odeur est on voit la jeune fille à épouvantable. côté, là, ça donne une idée. Là. Oui, ça donne une bonne idée, puis on la surnomme fleur cadavre. Je serais drôle de voir la tige, on ne voit pas, je ne sais pas si elle est en symbiose avec l'arbre ou elle a sa propre tige. Hein. C'est particulier. On dit que c'est la plus grande vraie fleur parce qu'il y a d'autres plantes, fleurs, que il y a une espèce de bourgeonnement qui ressemble à une fleur, mais ce n'est pas vraiment une fleur. C'est pour ça qu'on dit odeur de cadavre, c'est particulier. Ouais, semble-t-il que c'est épouvantable comme odeur, mais ça marche pour les insectes. J'imagine, ben oui. Hein. Ouais, on connaît les conséquences de... Fait que semble-t-il que on passe c'est... tout droit du bac vert, surtout qui est aux 2 semaines. Là, Ouais, on s'aperçoit qu'il y a certains insectes qui... Le compost, c'est ça? Oh, oui, encore pire. T'as raison. Hein? Les petits vers blancs. Ah, oui. Alors voilà, ensuite nous poursuivons avec le soleil. Le soleil émet un son de 100-125 décibels. Donc évidemment, le son... Un son constant? Oui. Ah, oui. Le son ne voyage pas dans l'espace, donc on ne l'entend pas parce que l'espace, c'est du vide. Mais si on l'entendait, ce serait l'équivalent d'un klaxon de train à 1 mètre continuel. Et boy. Semble-t-il que les humains finiraient par être sourds avec le temps. Ou virer fou. Oui, ou virer fou, un ou l'autre. Ah oui. Donc, j'ai quand même sur YouTube, vous pouvez aller entendre le bruit du soleil, vous donner une idée. Et oui, c'est agressant. C'est vraiment un klaxon de train. Vous allez voir un petit peu l'image suivante. Oui, puis c'est une fréquence qui demeure perpétuelle au même niveau, j'imagine. Oui, quel qu'il soit. Là, ça rend fou. Vous avez des tests, moi, quand j'étais dans la classe, puis on va être 35 étudiants dans une classe, là, tu vas partir sur une fréquence. Tu vas finir par prendre toute la place. Oui, effectivement. Je me faisais chicaner quand je me faisais prendre. Ça n'a pas besoin d'être fort. Non, tu viens t'abriter tout. Oui, exactement. Ouais. T'as déjà fait ça toi aussi? Oui. Oh non! On était à l'école à la même époque, hein? C'est pas croyable, je sais. Et c'était agaçant pour la parfaite étudiante qui était toujours parfaite. Ça m'arrivait des fois de faire des choses comme ça. Ben oui, tout le monde... Ça commençait tellement doucement, mais après ça n'avait plus aucun sens. Pauvre professeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ensuite... C'est un peu un hommage envers leur grande patience pour certains. Définitivement. Et grande impatience pour d'autres. Non, c'est ça. Disons qu'on a été dur sur les nerfs de certains. Oui. Ensuite, nous avons les termitières. Donc, c'est quelque chose quand même très impressionnant, le talent d'architecture des termites. Donc, on en voit beaucoup, entre autres en Afrique. Ça peut atteindre 8 mètres. C'est ça qui est impressionnant, oui. C'est quelque chose quand même. Et un univers de canalisation, avec aération intégrée, là. Oui, c'est pas n'importe quoi. Et les murs peuvent faire 45 cm. Puis c'est ça, on contrôle vraiment la température, tout à fait. Le CO2, l'humidité. C'est incroyable. C'est vraiment quelque chose de... Quand on parle de travail d'équipe, là. Oui, vraiment. Fait qu'on étudie les termitières pour essayer de mettre ça en application sur les bâtiments humains, carrément, parce qu'ils ont vraiment l'expertise. Hein. Ils arrivent à faire ça, c'est quelque chose. Et comment on construit les termitières? C'est le bois et les plantes digérées. Donc, plus communément, les sels, les déchets des termites. Ah oui, ça, je le savais pas. Oui, je me demandais c'était quoi. Comme mâcher la pâte. Mais en fait, ils la digèrent, là, c'est pas des sels au sens qu'on l'entend. Là, mais au sens premier, disons. Oui, c'est ça. Donc, quand même impressionnant. Vous allez avoir différentes termitières. Hey. Moi, ça m'impressionne beaucoup. C'est ça là, que j'avais vu en documentaire. C'est des insectes qui construisent. À prime abord, moi, j'aurais pensé que c'est une pierre. Moi aussi. Honnêtement, tu vois ça, là. Oui. L'image suivante aussi. Hey, c'est quelque chose. Tu disais au-delà de 8 mètres, là, on est là. Hey, les arbres à côté. Là. Incroyable. Incroyable. Ça semble solide à part ça. Oui, et ils doivent continuellement, lorsqu'il y a des fortes pluies, semble-t-il, bien évidemment, c'est dur sur les termitières.
ils doivent continuellement entretenir tout ça. Donc, c'est quelque chose. Ensuite, nous avons... Travail à l'année, ce monde-là. Ah, il n'arrête pas. Ça m'a fascinée. Et j'ai été voir sur plusieurs sites parce qu'au début, je me disais, est-ce que c'est vraiment vrai? Et oui, c'est vraiment vrai. J'ai même vu dans des musées, au niveau du jeu Monopoly, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été utilisé pour aider les soldats britanniques qui étaient emprisonnés dans les camps de concentration en Allemagne, etc. Donc, vous allez voir l'image suivante. On a caché carrément une carte dans le jeu. Ah, oui. Donc, la carte était en soie. Pourquoi? Parce que pour ne pas que ça fasse de bruit lorsqu'on la déplie et pour que ce soit facile à porter sur soi, difficile à déchirer, etc. Donc, c'est de la soie. Donc, on cachait une carte comme ça. Et on cachait aussi au niveau des pions du jeu, vous allez voir l'autre image aussi. Bon, on cachait une carte, on cachait aussi une lime. Et vous voyez, si vous regardez bien sur la planche de jeu, vous voyez l'emplacement de la lime. Je ne sais pas si on peut grossir l'image de la planche de jeu en bas. Donc, on voit où était cachée la lime, où était cachée la boussole. Et évidemment, on cachait aussi là où était cachée la carte en soi. Comment on leur distribuait ça? C'est que même lorsqu'ils étaient faits prisonniers, les prisonniers ont droit à de la nourriture, des soins, etc., selon une convention. Et ils ont droit à des passe-temps. Donc, en Grande-Bretagne, on a imaginé ce plan très ingénieux. On va envoyer des jeux de Monopoly spécialement marqués. Et les soldats savaient déjà qu'on leur disait avant de partir en guerre, si vous êtes fait prisonnier, remarquez les jeux de Monopoly avec un point rouge à l'endroit où c'est marqué stationnement gratuit, en haut à gauche. Et vous allez savoir que c'est une version du jeu altérée qui cache des outils, une carte, etc. Eh bien. Donc, c'est quelque chose, et beaucoup de prisonniers se sont échappés grâce à ça. Ça a vraiment fonctionné, on parle de milliers de prisonniers. Incroyable. Carrément. Donc, moi, je trouvais ça extrêmement ingénieux. Et ils avaient aussi ordre de détruire le jeu pour ne pas que ce soit découvert, évidemment, pour que d'autres puissent pouvoir bénéficier de ça. C'est pour ça que c'est extrêmement rare des versions de ce jeu. J'imagine. Mais il y en a quand même quelques-unes dans des musées. Donc, ça, c'est une copie. Donc, non seulement une vocation de jeu, mais une vocation d'espoir. Donc, c'est quelque Monopoly. chose. Oui. Donc, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça a sauvé la vie de beaucoup de gens. Fallait y penser. La prochaine fois qu'on va jouer à Monopoly, on ne pensera pas la même chose que d'habitude. Hein? J'imagine qu'il y a des grands collectionneurs qui ont réussi à. C'est extrêmement recherché. Hein? C'est l'édition de 1941. Moi, j'ai une édition Star Wars, j'ai une édition Star Trek, mais je n'ai pas cette édition. Oui, édition très, très, très Seigneur de l'Anneau aussi. Oui. Ils en font pour tous les films. La ligne nationale, je pense. Exact. Oui, donc c'est vraiment le fun. Ensuite, nous avons, pour terminer, si vous regardez bien sur votre clavier d'ordinateur, pourquoi c'est comme ça et c'est pas en ordre alphabétique? On appelle ça le clavier QWERTY. Pourquoi? Parce que les premières lettres forment le mot QWERTY. Donc, pourquoi c'est pas ABCD? C'est qu'on a inventé le clavier en 1868. Ça date de pas mal loin. Et on s'est rendu compte que lorsque c'était en ordre alphabétique, A, B, C, D, etc., il y a des lettres qui étaient souvent utilisées, qui étaient proches les unes des autres, et ça coinçait le mécanisme. Ah oui. Ça a été bien pensé pour que les lettres les plus fréquentes soient éloignées les unes des autres. Ah, je croyais que c'était une question d'ergonomie au niveau de la Moi aussi, je croyais que c'était plus rapide, les lettres. Oui, c'est ça. Tout avait été pensé. C'est vrai qu'il y avait un mécanisme assez particulier. Même à exagérer sur les anciennes dactylos, j'arrivais à coincer les... Oui, effectivement. Toi aussi, tu as fait l'exercice. Oui, on a tout fait le test. Les concours de vitesse. Oui. Donc, le mécanisme se coinçait. Donc, on s'est dit, on va les distancer, les éloigner. Puis, vous allez voir l'image suivante. Ici, on est habitué avec le QWERTY, mais en France, on a le AZERTY. Une petite différence, là. On a les lettres AZ au début. On ne sait pas trop pourquoi, en France, on a fait cette petite modification. Il y a certains pays aussi qui ont changé un petit peu la disposition parce qu'évidemment, selon la langue, on n'utilise pas les mêmes lettres. C'est ça. Et il y a un clavier, j'ignorais totalement l'existence, qui s'appelle Bepo. Et ça, c'est fait vraiment pour la langue française. Semble-t-il, c'est le clavier le plus efficace
le plus rapide pour la langue française. Donc, intéressant, ça. J'ai jamais vu. J'avoue que j'aimerais en avoir un, mais ça doit être très mêlant. Puis on sait le nombre d'années que ça a pris à s'habituer au QWERTY. Ben oui, c'est ça, maintenant que j'ai appris... Je pense pas que j'aurais le courage, malgré que je trouve que ça serait à l'essai qu'on pourrait le découvrir. Semble-t-il qu'il n'y a pas plus ergonomique pour la langue française. Ça a été très bien réfléchi pour ça. Ah. Donc, je trouvais ça... Le clavier Bepo, si vous voulez voir un petit peu sur Internet. Super intéressant. Donc, ça termine cette capsule de faits intéressants à savoir. Voilà une capsule qui pourrait très facilement repasser en rediffusion durant la période estivale pour alimenter les barbecues. Hein? Oui. Plusieurs sujets très intéressants et aussi découvrir, avoir une vision du monde différente de ce qu'on conçoit dès le départ. Ça nous fait encore plus apprécier, par exemple, les différents... la nature, à quel point ça peut être extraordinaire, bien pensé. Moi, que le soleil émet un son en continu, puis de reprendre conscience aussi que l'espace, c'est vide. Hein? Oui. Et le son, ça ne voyage pas dans un espace vide. On n'en tient pas compte dans les films de science-fiction. C'est vrai, ça. Parce que c'est impressionnant. Ça serait moins divertissant, disons. Ça serait un petit peu comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De vie. Effectivement. Donc, ça conclut la capsule pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. On revient la semaine prochaine.